Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, et vous avez appuyé sur Play pour une nouvelle émission du format Super Friends, le podcast qui vous emmène à la rencontre des gens qui font vivre la pop culture, la culture comics par leur travail. Et avec les années qui passent, j'ai envie de commencer aussi à faire des formats plus réguliers où on invite certains éditeurs à tout simplement présenter un petit peu leur programme et discuter des lignes éditoriales, des changements qui ont pu avoir dans les mois ou l'année passée dans le milieu de l'édition comics en France, qui a connu quand même quelques bouleversements importants depuis 2020. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une certaine pandémie a touché le monde entier, qu'il y a une crise en ce moment, on y reviendra certainement dans d'autres podcasts encore, sur les matières premières qui poussent pas mal d'éditeurs à revoir leur catalogue, leur stratégie éditoriale. Bref, on va parler un petit peu de 2022. Voilà, c'est un peu un ensemble de thématiques. Qu'est-ce qui se passera en 2022 dans les comics en France? Et pour introduire ce premier volet, on va essayer d'inviter tout le monde, mais pas sûr qu'on réussisse à avoir tout le monde, mais on va essayer de faire le maximum. J'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois dans First Print François Hercouet, directeur éditorial d'Urban Comics. Salut François. Salut. Oui, puisqu'effectivement la première fois, le premier podcast, c'était sous label Comics Blog. Tout à fait. Il y a 3 ans. Facile. Super Friends, c'était en 2018 que j'avais commencé à les faire. Il y avait eu Joffo, je crois que tu avais été le deuxième à venir, effectivement. Et donc, ça ne nous rajeunit pas. Ça ne nous rajeunit pas, effectivement. Depuis, tu as pris de la barbe grise, alors qu'avant, elle était... Oui, c'est gentil de mentionner que la barbe. C'est ça. Voilà, je ne parlerai pas de tes rides et de tes opérations chirurgicales. Bref, François, j'ai une première question à te poser quand même, parce que ça fait quand même pas mal de temps, effectivement, qu'on ne s'est pas parlé. J'ai pas envie forcément de dire, est-ce que tu peux te présenter? Donc, tu es directeur éditorial de Urban Comics depuis les débuts. Depuis 2012, oui. Depuis 2012, donc voilà, on va aborder justement après le fait que ça va faire 10 ans que cette aventure existe. Il y aura sûrement d'autres émissions à préparer pour cela. Mais donc voilà, en 2020 quand même, on a connu effectivement un gros cataclysme qui a quand même entraîné pendant plusieurs mois la fermeture, en fait, l'arrêt total de tout le circuit du livre, de la bande dessinée en France. Est-ce que tu peux nous dire quand même, en tant qu'éditeur, comment ça a été, en tant qu'éditeur et que maison d'édition, comment ça a été de prendre ça en plein fouet? Mon premier souvenir de tout ça, je crois que c'était en première revue commerciale de janvier, où je me souviens avoir fait une petite réflexion de on avait quelques nouvelles en fait de Chine, et je me disais, il y a quelque chose qui est pas, c'est un petit peu comme dans les films de catastrophe où tu fais un peu de foreshadowing, et t'avais en gros ce spectre un petit peu qui commence à se développer de jour en jour. Et alors, on a eu la chance techniquement d'être ultra préparé, puisque notre boss nous avait tous équipés en VPN. On était vraiment complètement autonome à la maison, pas forcément pour une pandémie, mais en fait pour prévenir un petit peu les grèves liées aux manifestations des Gilets jaunes, qui pouvaient du coup nous immobiliser pour pas venir. Enfin, on pouvait être bloqué à la maison, ce genre de choses. Donc en fait, on était déjà technologiquement, on était ultra autonome, et ce sont des mesures qui nous ont énormément servi pendant le confinement, où on a tous pu assurer la prod. Ça a été un petit peu il y a eu un coup d'arrêt. C'est vrai que là, on a eu 3 mois de librairie fermée, donc forcément, ça amène à repenser les choses selon un scénario A, B, C, C prime. Enfin, il y a vraiment énormément de choses en termes édito, mais c'est surtout toute la machine commerciale derrière. Ce dont on n'a pas forcément conscience quand on est lecteur. Les libraires savent un peu plus tout ce qui est gestion d'office, tout ce qui est rendez-vous avec le diffuseur. Donc c'est assez technique. Donc c'est pas très intéressant au final. Si, c'est intéressant quand même. Mais c'est pas le but de cette émission. On va pas rentrer dans la chaîne du livre. Mais en tout cas, en termes de prod pure, l'édito d'Urban, la communication aussi, on a été relativement épargné à ce niveau-là. On a eu aussi une chance, c'est qu'on a eu personne de malade dans l'équipe. Donc ça, c'était aussi une véritable chance. Enfin, là-dessus, notre direction a été ultra prévenante. C'est que tout de suite, on a été confiné et rassuré, en tout cas sur les moyens techniques mis en place pour poursuivre la prod. Et puis surtout, on a pu vraiment peaufiner un petit peu les bouquins. On a dû remanier énormément les plannings édito. On a une salve de titres qui s'appelle maintenant les titres Covid, qui sont les bouquins que vous voyez popper de temps en temps. Ça a été le Trees tome 3 avec le Cemetery Beach qu'on a sorti du coup il y a quelques semaines maintenant, quelques mois, mais qui sont prêts depuis 1 an et demi, bientôt 2 quoi. Donc voilà, il y a eu parfois ces titres-là qu'il a fallu un petit peu recadrer. Alors c'est con parce que ça casse des logiques édito,
mais on va dire que c'est un moindre mal par rapport à l'ampleur de la catastrophe sanitaire. Donc voilà, on n'a clairement pas été les plus à plaindre. On a attendu évidemment, comme tout le monde, la réouverture des librairies. Alors ça s'est fait d'abord en click and collect, ça a été ensuite un peu plus franc. On avait tout notre lancement de Urban Link qui aurait dû être lancé en mars avec le salon du livre. C'est arrivé en mai. Alors après, le lancement était très bon, donc on se demande s'il n'y a pas eu un effet justement de rattrapage un peu au moment de la réouverture. Ouais, on avait le sentiment quand même qu'il y avait un élan après ces 3 mois de fermeture, en fait, qu'il fallait soutenir en fait les acteurs indépendants du livre. Alors c'est ça la question après, moi qui m'intéressait au niveau quand j'ai interrogé un petit peu notre diffusion, c'est est-ce que en fait avec les retours terrain qu'on peut avoir des libraires, est-ce que vous avez vu, vous libraires, des nouveaux clients? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont mis à lire en fait? C'était un peu mitigé, c'est qu'on a eu beaucoup effectivement d'achats de soutien, des gens qui étaient déjà lecteurs qui ont vraiment soutenu du coup pour le coup le milieu en achetant beaucoup, en prévoyant aussi parce qu'on savait pas à l'époque si on allait être ou pas reconfiné, donc fallait faire un peu des réserves et ils donnaient leur argent plus facilement à leurs libraires qu'à Amazon, donc ça c'est plutôt cool. Mais après, est-ce que ça a un peu... J'espère qu'il y a effectivement entre les deux confinements, j'espère que ça a pu peut-être développer certaines librairies, en fait, même faire des vocations chez certains commerçants en disant tiens, ici j'aurais une librairie, je vois que ça marche. J'ai un cas, quand je dis ça, c'est que j'ai un cas à Rennes qui a vraiment, dans un quartier qui n'était pas forcément ultra fréquenté, en tout cas il n'y avait pas une clientèle de quartier, et il a réussi en fait à fédérer et du coup avoir un commerce qui soit viable. Et c'est un peu ce dont les retours moi que j'avais des libraires, c'est que notamment dans les grandes villes comme Paris, comme Bordeaux, les librairies de quartier ont un peu souffert, enfin les grosses librairies ont un peu souffert, là où les petites librairies de quartier, elles, ont eu un énorme soutien en fait des habitants et des locaux. D'accord. Tu suivais un petit peu ce qui se passe aussi du côté de l'actualité américaine, puisque ça a aussi été le lieu de beaucoup de transformations, avec notamment DC Comics qui continue quand même à publier, qui mettait l'emphase sur le numérique, qui quitte Diamond Comics. Mais c'était très confusant. Enfin, d'ailleurs, je trouvais que les synthèses que vous faisiez, parce que je me revois encore à... Moi, j'ai eu la chance en fait de pouvoir bouger chez mes parents avec femme et enfants et de pouvoir promener ma fille l'après-midi en écoutant First Print, et du coup vous analysiez un petit peu vous débriefiez un petit peu toutes ces infos là. Moi, c'est vrai que c'était très compliqué à lire comme situation parce que tous les États américains n'étaient pas forcément à la même enseigne. Enfin, les politiques n'étaient pas du tout les mêmes. Il y a eu vraiment des grosses... Je pense que les réactions à chaud n'étaient jamais les bonnes. Après, maintenant, avec le recul, je pense que ça a juste précipité une situation qui était déjà en gros, le verre était déjà dans le fruit. Hein. Quand on voyait les relations que pouvait avoir DC et ou Marvel avec du coup le monopole qu'imposait Diamond et les conditions qui étaient liées, c'est vrai que Diamond était incontournable. Donc avec cette position monopolistique, il faisait un peu ce qu'il voulait au terme des conditions. Donc je pense que là, sans être dans le secret des dieux, c'est vraiment des discussions qu'on n'a pas eues avec DC, mais ils ont eu sûrement des exécutifs, enfin en gros des boss qui ont regardé les lignes, qui ont fait mais pourquoi est-ce qu'on reste encore avec Diamond, et donc qui ont pris la première occasion pour développer autre chose, avec un succès que j'ai complètement du mal à quantifier, quoi. J'ai aucun moyen de savoir. D'ailleurs, je crois que les chiffres, je crois qu'il y a Comic-Con qui réussit à faire quand même des synthèses tous les mois qui permettent de voir effectivement certaines choses, mais c'est vrai que depuis que maintenant tout n'est pas donné par Diamond, les parts de marché sont un peu plus difficiles à lire. Alors ils le font quand même, mais c'est vrai que pour DC, ils rappellent à chaque fois que c'est des estimations faites sur les données qu'ils réussissent à récupérer de plusieurs shops. Mais il y avait quand même un graphe qui était sorti cet été qui montrait qu'en juillet 2021, DC Comics faisait quand même presque 13% je crois de chiffre d'affaires en plus qu'à l'été 2019. Donc il montre que a priori il y a des décisions commerciales et éditoriales qui ont été prises qui ont été peut-être les bonnes, sachant que le prix des comics a augmenté chez eux, mais le prix moyen est passé a augmenté que de 20 centimes en fait, donc c'est pas forcément lié seulement au fait que effectivement depuis ils font des variantes cover cartonnées qui coûtent systématiquement $1 de plus et que t'as pas le choix si tu veux une variante, quoi. Pas de commentaire là-dessus. Sur les variantes de DC Comics. Je suis pas client des variantes, donc j'ai zéro. Enfin, achetez si vous pouvez, quoi. Mais moi ça me concerne pas vraiment. Donc voilà, on était du coup dans cette observation un petit peu de ce qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique.
Non, alors incidemment, c'est qu'on a eu cette opération 4,90 qui était prévue déjà à l'époque. Enfin, elle était prévue avant le confinement et avant la pandémie. Donc c'est quelque chose qui a été très bien reçu par les libraires. On a eu beaucoup de remerciements. Alors on leur a dit, c'était pas prévu en fait. Enfin, non, c'est le contraire. C'était prévu, donc c'est pas fait exprès pour soutenir l'industrie. Mais si ça le fait, tant mieux quoi. C'est que ça, là pour le coup, le retour a été ultra apprécié. Parce que c'est vrai que c'est des collections qui ont fonctionné beaucoup. Il y a quand même des dizaines et des dizaines de milliers d'exemplaires qui sont partis à chaque fois. Mais justement, c'est marrant parce qu'on en a parlé dans un podcast il y a quelques temps avec Xavier Gilbert au cours de cet été sur, en fait, je te remercie. Mais justement, la question, forcément, toi, avec ton point de vue d'éditeur, nous, on questionnait vraiment le fait que est-ce que ces collections à bas prix permettent réellement d'attirer des nouvelles personnes ou pas, ou est-ce que c'est quand même plus pour des gens qui se lisent déjà du comics et qui profitent en fait simplement de l'occasion de payer des albums à faible coût. Moi, je prends ça et j'entendais tout à fait les arguments. Effectivement, il y a 2 entrées pour entrer dans le comics. Il y a le prix et la médiation. Et j'avais bien pris en compte là, et je suis assez d'accord, je suis assez en ligne avec Xavier là-dessus. Donc voilà, faut intéresser les gens au contenu. Le prix importe peu. Le prix importe quand même. C'est que forcément, on va avoir du coup alors avec de la chance, et c'est peut-être que marginal, mais on aura peut-être une habitude de lecture qui va naître de ça. Encore une fois, je parle vraiment de marginalité parce qu'on a vu quand même certains, pas sur toutes les séries qui étaient concernées par l'offre à 4,90, mais on a quand même vu, notamment sur Injustice, des gens qui ont découvert la série avec le tome 1. Et on a vu en fait un vrai effet sur le tome 2, 3, qu'on sortait à ce moment-là en intégrale et qui a vraiment du coup lancé la collection d'intégrale. C'est pas le cas sur tout, évidemment, mais on a quand même vu ces phénomènes-là. Alors Batman, forcément, ça a poussé Batman et Batman n'a jamais vraiment eu besoin de ce genre d'opération pour fonctionner. Mais le fait est que ça donnait un peu plus d'actualité, ça assis en plus un petit peu l'exposition d'ici qui, on n'a pas cette exposition au cinéma, donc ça permettait quand même du coup d'avoir ce biais-là au niveau de l'édition. Moi, clairement, si tu me demandes mon sentiment perso, je pense que c'est du chiffre d'affaires, ça c'est évident, mais c'est pas à mon sens la meilleure manière de recruter. Et je pense que c'est pas tant... y a ce secret espoir, mais comme je te dis, moi je pense que c'est marginal. Je pense qu'il y a d'autres solutions à imaginer. Et c'est là-dessus qu'on va être amené à travailler sur 2022. Ce que j'ai envie de dire dans ce cas, si tu penses pas que ce soit forcément la manière de recruter, pourquoi reproduire encore? Puisque vous l'avez refait en 2021, j'imagine que c'est peut-être prévu pour 2022. Parce qu'après, il y a des intérêts stratégiques, tout simplement. C'est quand tu vois la manière aussi dont le marché et la concurrence se comportent. On est passé d'une opération petit prix sur un réseau qui était Carrefour à aujourd'hui, je crois, 4 opérations petit prix. Je parle de Panini, du coup, qui fait du coup sur du. Parce qu'il y a Star Wars aussi. Il y a Star Wars maintenant. Il y avait un Kids qui est, je sais pas si vous avez. Alors on l'a pas traité. Oui, c'est vrai qu'il y a Kids à 2,99. Mais voilà, du coup, on est sur une opération Carrefour, une opération Printemps des comics qui concerne là tous les réseaux libraires, l'opération Star Wars en fin d'année et maintenant l'opération Kids. Voilà, c'est pour moi il y a une alors c'est chacun sa stratégie. Il y a effectivement parfois des courses à la part de marché et au chiffre d'affaires. Voilà, moi je pense qu'il y a une troisième voie, ou même une deuxième plutôt, déjà à imaginer. On est en train de travailler dessus. Ouais. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu peux me dire maintenant, on va rentrer dans le vrai, dans le vrai sujet, parce qu'on on va parler stratégie éditoriale et contenu un petit peu. Il y a beaucoup quand même, et ça on l'a remarqué aussi cette année. De toute façon, ça participe aussi à un constat, j'imagine que tu vas pouvoir nous détailler aussi. Quand même, un recentrement en toute logique, en fait, vu que DC Comics se recentre beaucoup sur Batman, qui fait que Urban Comics se recentre aussi sur Batman. Un peu tributaire, ouais. Et il y a un autre commentaire derrière ou... Non, vas-y, déjà un premier. Oui, en fait, c'est ça. Ce que je dis, c'est qu'on est tributaire. Alors, si on parle de Rebirth, je sais pas si on se projette dès maintenant dans 2022, parce que j'ai pas mal de choses en fait à raconter. Ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure en off, c'est qu'il y a, de mon expérience, il faut, dans ces moments où une licence ou un personnage va avoir une grosse exposition, il faut éviter de faire les bouquins en trop. On a vu notamment sur un film comme Shazam, des 3 bouquins ou 4 bouquins qu'on a pu faire sur le personnage. Ouais, donc il y avait le Superman Shazam Coup de tonnerre, le Shazam de Jeff Smith et le Shazam de Geoff Johns. Voilà, plus une édition noir et blanc de ce Shazam-là, il me semble. Oui. Et bien en fait, celui qui a fonctionné, c'était le Kids. Parce que en fait il correspondait à la cible du film, à mon sens. C'est comme ça que je l'analyse, mais c'est vraiment le seul qui a vraiment sorti la tête et les épaules, quoi. Les autres étaient pour moi des bouquins de trop, mais après voilà, c'est comme ça qu'on apprend. On voit un petit peu la manière dont le public reçoit ou pas une offre,
Et puis, du coup, après, ça a tendance à s'affiner. Je pense notamment, tu vois, au film de Suicide Squad, à l'excellent film de Suicide Squad, bon, alors que personne n'a vu en salle, hein, malheureusement. Et l'effet sur les ventes, il a été quasi nul, quoi. Ça a été, je crois qu'Harley Quinn a repris un petit peu de ventes, mais sur on va dire les Suicide Squad proper, moi, j'étais content parce que ça m'a donné une occasion de terminer la Suicide Squad de Ostrander. Donc ça, rien pour ça, je trouve que le film, il a eu le succès qu'il fallait, qui a justifié en fait ces sorties-là. Mais tu vois, même les intégrales qu'on a pu faire sur la période de Renaissance Suicide Squad, qui, à mon sens, n'est pas le meilleur matos. Hein. Vraiment, lisez plutôt la Suicide Squad de Tom Taylor et Bruno Redondo. Là, on est vraiment plus dans l'esprit du film. C'est beaucoup plus quali. Ça, plus une bonne dose d'Ostrander, comme ça, on est bien. Mais voilà, on s'est rendu compte que l'effet que le premier film avait pu avoir sur un personnage comme Harley Quinn, même comme sur la première série Renaissance de Suicide Squad, on est monté à des chiffres. Je crois qu'on a vendu peut-être 30 ou 35 000 exemplaires du premier tome de Suicide Squad en Renaissance. À l'époque du film, 2016 ou 2017, je sais plus. On n'a pas du tout retrouvé du coup ces chiffres-là sur les titres actuels, malgré la qualité du film. Donc ça c'est un peu rageant du coup de se retrouver un peu pas victime de la situation, mais après voilà, on fait comme on peut. Mais toujours est-il que voilà, moi ça m'amène aussi à réfléchir et à sélectionner encore plus les titres, pas faire. Donc c'est tout ça pour introduire le fait que on va essayer de pas faire 15 000 titres Batman au moment du film, puisqu'on les a fait avant, de toute façon. Ce qui est intéressant, c'est que tu dis essayer, hein, ça veut pas dire qu'il va réussir. Non, après, on a dévoilé le programme pour janvier-février, qui sont en gros les moments où il faut sortir les titres. C'est pas, en général, c'est pas après. Voilà. On est plutôt dans une phase de préparation pour accompagner un peu tout ce qui est teaser, tout ce qui est. Enfin, je me permets de te couper et de faire d'ironiser un peu sur le fait que de toute façon, il y aura quand même aussi du Batman en mars, en avril, en mai, en juin, puisqu'il y aura toujours du Bien Batman. sûr, c'est là où on en vient du coup à ce que je disais tout à l'heure, qu'on est tributaire du programme édito de DC. Et ils ne vont pas se calmer, on va nous sélectionner. Mais voilà, après, mon boulot d'éditeur avec le reste de l'équipe, c'est vraiment ça, sélectionner, essayer de sentir le titre qui peut faire la différence. Tu vois, si j'avais. C'est la raison pour laquelle on a, à mon sens, mais bon, après, les avis divergent, forcément, ça dépend des affinités, mais on n'a pas non plus blindé le début d'année en Batman. On a fait, à mon sens, les bouquins qui étaient nécessaires. Je pense au Batman Imposter de Mattson Tomlin et Sorrentino, qui est vraiment une excellente surprise. On pourra en reparler si tu veux après. Et puis ce boulot, ce focus qu'on a voulu faire sur le boulot de Darwyn Cooke, qui n'était pas forcément possible autrement. On aurait pu le sortir en 2016 et puis le sortir un petit peu comme ça de manière, comment est-ce qu'on dit, alors, out of the blue, c'est l'expression américaine, mais un peu de nulle part. Un peu de nulle part, tout à fait. Mais je pense qu'on se serait planté. Et là, en fait, l'exposition du film nous permet en fait d'engager une démarche autour de l'auteur qu'est Darwyn Cooke. En plus, le bouquin a été l'année dernière vraiment mis en avant par Matt Reeves comme l'inspiration, en tout cas de sa vision du Batman. Ça nous permet de mettre à la remorque le Catwoman de Darwyn Cooke. Donc voilà, de rentrer un peu dans une logique d'auteur. Et puis là, on a également mis un peu sous une lumière un peu différente le Catwoman à Rome, donc ce récit qui se passe en parallèle du dernier chapitre ou juste avant le dernier chapitre d'Amère Victoire, qui effectivement là, on est sur une réédition d'un matos qu'on a déjà publié, mais c'est un contenu qui était entre guillemets perdu dans un recueil qui s'appelait Des ombres dans la nuit, qui était en gros un recueil de l'ensemble du travail restant de Jeff Loeb et Tim Sale, qui était une recompilation un petit peu. Ouais. Et qui a fonctionné, hein, c'est pas le problème, mais c'est juste que ça nous a permis vraiment de mettre en avant ce titre qui méritait en fait un album à lui tout seul aussi. Donc voilà, c'est ce que permet de faire un film, de travailler sur des auteurs. On espère, après voilà, les gens, les lecteurs de toute façon et les libraires se font leur avis, puisque je considère qu'au final, l'éditeur final, ça reste le libraire, hein. C'est lui qui éditorialise un petit peu la main qui commande les bouquins, dont il les met en avant ou pas. Et puis après, c'est le public qui sanctionne. Exactement, de toute façon, exactement. Voilà. Donc nous, voilà, on propose, on essaye de faire le meilleur taf à ce niveau-là, de sélection et de pas justement engorger. Il y a des bouquins Batman qu'on ne fera pas, comme il y a des bouquins de Justice League qu'on fera pas. Enfin, voilà, ça c'est forcément, il y a des choix. On n'est pas dans une démarche de publication exhaustive de tout ce qu'on fait d'ici.
Mais justement, j'avais une question par rapport justement, c'était la première annonce que vous aviez fait du coup pour 2022. C'était vraiment ces rééditions en fait de Ego Catwoman. Ouais. Alors autant Ego, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été republié. C'était 2008. Ouais, ça faisait donc plus de 12 ans. Enfin, vous n'existiez même pas, j'ai envie de dire. Mais comment tu justifies un petit peu justement le fait de reproposer dans un format différent des choses qui ont déjà été publiées? Alors certes, parfois c'est parce que les tomes sont introuvables ou qu'ils sont devenus hors de prix parce qu'il y a plus grand chose de disponible. Ouais. Mais ça m'amène aussi même à l'autre point Batman du début d'année prochaine, donc, qui sera la collection Batman Chronicles, qui proposera aussi du coup, et c'est une des grandes interrogations du public, de lecteurs, on va dire, qui a déjà acheté du Urban, c'est que par exemple Batman Year One sera représenté dedans, alors que Batman Year One, tout le monde l'a peut-être déjà. Du coup, comment est-ce qu'on justifie parfois de reproposer des mêmes histoires dans ces formats différents? Simplement parce que c'est le moyen d'intéresser un public qui n'était pas là en fait au début. C'est que je pense qu'on est maintenant au bout de 10 ans sur une gestion du fonds qui nécessite parfois ce genre de remise en avant. Ça ne veut pas dire qu'on va republier dans 15 collections différentes le même bouquin, c'est pas l'idée. Mais je trouve que de manière ponctuelle, pour sortir notamment le Catwoman à Rome, et que ce titre-là trouve un nouveau public, des gens qui vont venir naturellement avec en gros, des lecteurs de BD qui, attirés par la promo du film et qui vont régulièrement en librairie, vont tomber sur le bouquin. Ces gens-là, en fait, n'iront jamais en fait vers le Batman des Ombres dans la nuit. Ils vont y voir énormément de choses, mais c'est même pas le bouquin que le libraire va leur proposer. Et surtout, là, en ce qui concerne le Batman, mais je reviendrai après sur les Chronicles, on est sur des titres qui sont validés. On a une liste de 7 titres qui sont validés par Matt Reeves, par Warner. Ça n'est jamais arrivé avant. C'est en fait ces bouquins-là, que ce soit le Batman Imposter, le Batman Ego. Validé. Validé, ça veut dire qu'on sera autorisé à communiquer sur, alors je ne sais pas exactement la formulation qu'on va utiliser, mais que ce sont les titres qui ont servi de base au film The Batman de Matt Reeves. Je veux dire, tu vas mettre un bandeau. J'ai grave aimé cette BD, Matt Reeves. Lisez-la 3 fois. On va voir la manière dont mais c'est évident qu'on va s'en servir. C'est un truc auquel on n'a jamais eu droit du temps de Christopher Nolan. Et malgré le fait qu'il ait fait je crois, la préface d'une édition de Un long Halloween, longtemps avant sa trilogie, eh bien on n'a jamais eu nous le droit de communiquer, ne serait-ce que sur ce lien-là. Batman année 1, on n'a jamais pu dire que en gros Nolan avait pu s'en inspirer. Parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont les gens sont pas forcément au courant, mais vous pouvez en fait, vous êtes pas forcément, il faut valider en fait, toute la com doit être validée à chaque fois avec les Américains. Et donc c'est la raison pour laquelle quand on a eu en gros le line-up, ce qu'ils appellent les bouquins, les tie-in, la liste des livres qu'on peut lier à la promotion d'un film. Donc on a le Batman Imposter, on a le Batman Ego, on a le Catwoman à Rome, on a le Catwoman of Selina Kyle de Big Score, donc le grand braquage. On a également le Batman année 1, le Hammer Victoire et le Long Halloween. Okay. Ça c'est la liste officielle. Ouais, on va vraiment pas se priver, pour une fois qu'on peut le faire, de communiquer dessus. Et du coup, pour mettre en avant et puis pour le mettre un peu moins cher, plutôt que le bouquin à 35€, Quête des Ombres dans la nuit, on va extraire du coup le Catwoman à Rome pour le proposer moins cher. Voilà, donc c'est une réponse. L'autre réponse, l'autre élément qu'on peut développer, c'est les Batman Chronicles. Alors ça, c'est un très long. C'est un projet qui est là depuis un petit moment, qui s'est vraiment concrétisé, on va dire, à la faveur du confinement. C'est que ça permet justement de développer un temps de réflexion qui est un temps beaucoup plus long. Ça permet de faire plein de tableaux Excel et de remplir du coup ce que pourrait devenir cette collection, dont les contours n'étaient pas forcément très précis au moment où on s'y est attelé, mais plus on arrivait à définir le contenu, et du coup plus la collection a pris forme. C'est un peu flou ce que je dis, parce que effectivement souvent la naissance de collections comme ça vient d'une intuition, d'une envie en fait de se dire putain, et si on faisait la collection ultime de Batman, la collection dans laquelle on a tout le contenu Batman. Ça, c'est l'idée de départ. Et après, tu fais, ok, donc c'est quelque chose que je vais quand même laisser à mes petits-enfants, en fait, parce que c'est pharaonique. Vraiment, ce concept-là, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait complètement par DC. Parce qu'il y a quand même les TPB Batman, Dark Knight et Dark Detective aussi qui existent. Ça, c'est assez récent. Le fait qu'ils aient maintenant compilé, remasterisé, en tout cas mis à dispo de manière assez propre ce matos-là, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Donc on était toujours bloqué en fait par cette limite technique. On voulait avoir des planches scannées des années 80,
un cadeau pour personne, hein. Ça peut avoir un côté vintage sympa, mais voilà, les yeux se fatiguent vite. Donc on savait que ce matos-là était en train de se développer de manière assez importante. Ça exclut pas qu'on ait des Shadow of the Bat ou d'autres quand même d'autres éléments qui sont pas encore compilés dans cette forme-là et qui le but c'est d'avoir une là pour le coup d'être ultra exhaustif. Donc on fera ce qu'il faut. On ira acheter les numéros si jamais on peut pas les avoir de chez DC pour les scanner nous-mêmes. Mais ça sera vraiment la limite du truc. Mais voilà, on est vraiment avec cette ambition d'avoir ce dont on a toujours rêvé. Encore une fois, les collections souvent elles naissent d'un truc un peu d'un désir un peu égoïste en se disant quel bouquin j'aimerais avoir chez moi en fait. Et en fait c'est ça, c'est qu'on regarde nous vraiment avec beaucoup d'intérêt le boulot de Glénat sur tout le patrimoine de Don Rosa, de Karl Barks, sur Picsou, sur Donald. Moi je trouve ça vraiment magnifique et admirable comme travail, jusque dans l'objet. Je trouve vraiment qu'il y a quelque chose de très très moi qui me plaît beaucoup en tant que lecteur, et je pense que Batman a droit à ce traitement-là. Et ce qui m'a beaucoup intéressé aussi dans cette collection de Glénat, qui est vraiment qui est une source d'inspiration là, on peut pas se cacher. C'est ça, parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait le parallèle assez évident aussi avec les Marvel classiques de Panini, qui sont aussi du coup des intégrales par année. Par année, c'est vrai, ouais. Mais qui se limite plus à une série qu'en englobant toutes les choses. Parce qu'on se souvient aussi dans des conférences, maintenant il y a quand même quelques années, que toi tu disais que tu voulais pas forcément faire ce genre de format. Parce que c'était pas le moment en fait. C'est qu'il y avait d'autres manières pour intéresser. Il y avait notamment, je pense que je crois que c'était peut-être à la dernière PCE ou la première PCE, je sais plus, où il y avait ces discussions sur Hellblazer, ce genre de choses. Ouais, on a choisi une entrée par auteur. Attends, j'essaye de pas perdre le fil de ma pensée. Pardon. Et plus que Panini, dont on connaît les intégrales, moi c'est la collection Epic de Marvel qui m'a servi de modèle, parce que alors malheureusement ces bouquins-là sont en rupture ultra rapidement et ils coûtent une blinde, mais moi c'est les bouquins que je voudrais chez moi en fait. Donc pour moi on est arrivé, la forme finale un petit peu de l'évolution finale de cette collection Chronicles est vraiment née de ce côté patrimonial qui a vraiment développé de manière vraiment brillante Glénat autour du patrimoine de Picsou et de Donald. Et d'appliquer ce traitement-là vraiment à un personnage comme Batman qui, à mon sens, mérite vraiment du coup cet accompagnement éditorial. Et c'est là que ça va être très très important, c'est qu'on va vraiment travailler énormément l'accompagnement éditorial. On n'aura pas un texte d'introduction à chaque épisode, parce que chaque épisode ne le mérite pas, faut pas déconner. Mais il y aura... Donc on saura lesquels le méritent, lesquels sont considérés comme pas ouf. Non, mais voilà, il y aura des fillers, il y aura des choses comme ça, c'est évident, ça se verra. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est du coup de noter aussi une évolution, c'est qu'à partir notamment de 87, on a une nouvelle direction éditoriale qui arrive, c'est Denny O'Neil qui prend qui devient directeur édito de DC Comics et qui a vraiment imprimé une autre logique. On a effectivement dans la foulée, on a le Batman année 1, les épisodes Batman 404, 407 qui vont vraiment aussi changer, qui vont changer le jeu. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir après qu'est-ce que les auteurs vont récupérer et vont garder en fait de ce Batman année 1, la manière dont ils vont adapter un petit peu ce contenu-là, ces nouvelles origines, parce qu'on est vraiment sur des origines modernes. Donc, autant, je pense qu'on en discutait avec Yann, donc qui va travailler sur ces textes-là éditoriaux. Autant, je pense que chaque épisode du 404 au 407 de Batman va être commenté. Autant, effectivement, parfois certains vont pas l'être. Mais la première rencontre de Batman et de Jason Todd, effectivement, ça fera partie de ces éclairages-là. Et puis même entre chaque épisode, il y aura peut-être un événement, on va dire, même socio-culturel, qui sera important de mettre en avant pour expliquer l'évolution de tel personnage, l'interaction en tout cas du réel dans du coup la publication de Batman. Et c'est effectivement 87. Enfin, Batman en général, c'est fat. Ça a vraiment, autant on peut se dire, il y avait déjà beaucoup de séries en fait Batman en 87. Oui, en fait, il y en avait deux qui étaient principales, un Batman Detective Comics. Donc, tome 1, on va se concentrer sur Batman. Le tome 2 de l'année 87, ce sera tous les épisodes de Detective Comics. On essaiera de mettre des bonus dans le sens où on aura on a le Burst of the Demon à la fin du premier volume. On voit également quelques récits complets comme ça qui peuvent apporter un éclairage aussi différent sur l'époque. Donc pour moi, c'est vraiment
on se fait vraiment plaisir sur cette collection-là. C'est un vrai bonheur. En plus, on bosse sur la charte et tout. C'est des choses qu'on va peut-être communiquer d'une manière ou d'une autre auprès du public. Mais c'est un vrai bonheur de bosser sur ce bouquin-là. Et puis non, on va surtout voir la différence à partir de 89, à partir en gros, du succès du film de Tim Burton. Là, on va avoir une chier de série, une explosion. Merci, c'est tellement plus classe quand tu le dis. On va avoir une explosion de titres en fait. Et là, ça va être. Enfin, moi, j'ai hâte vraiment qu'on imbrique tout ça. Alors, le boulot a déjà été fait sur Nightfall, sur No Man's Land, sur tous ces grands runs qu'on a déjà publiés. Ce qui sera l'une des critiques adressées à cette collection, c'est la question. On en parlait un peu avant par rapport dans l'autre sens, mais là, du coup, d'avoir des doublons en fait, beaucoup de doublons. Inévitablement. Mais après, c'est vrai que nous, on se retrouve avec encore une fois, des histoires de gestion de fonds, parce qu'on est un éditeur qui maintenant devons gérer 10 ans de fonds, des séries qui ne tournent plus. Batman No Man's Land a très bien vendu, mais c'est terminé maintenant. Batman Nightfall, c'est pareil. Et effectivement, quand des bouquins tombent en rupture, on va pas pouvoir, quand on fait un écoulement de, on va dire, 10 albums par mois, on ne peut pas lancer une réimpression à 500, 1000 ou 2000 exemplaires. Sinon, on va rester avec ce stock-là pendant 10 ans. Donc, pour moi, cette collection-là, Chronicles, cette série, c'était également le moyen de remettre ce matériel à disposition. Dans un autre format, certes, on essaiera de faire au mieux. C'est qu'en fait, on essaiera aussi si les années nous le permettent, mais si en gros tout No Man's Land tient, je crois que c'est en 97, si ça tient dans 2 bouquins, voilà, on sait que si vous l'avez déjà, si vous avez déjà toute la collection, vous ferez l'impasse sur cette année-là. Après, oui, mais tu sais très bien que les lecteurs de comics réguliers, quand ils investissent dans une collection, ils veulent tous les numéros de la collection, ils veulent pas avoir après dans leur bibliothèque quelque chose qui soit dépareillé, où tu passes du tome 7 au tome 10, tu vois. Et puis oui, surtout qu'on fera en sorte qu'on ait un peu envie d'avoir tout. Ouais. Voilà, après, il n'y a pas de solution miracle. C'est qu'au bout d'un moment, effectivement, si on veut valoriser le matériau, si on veut faire vivre un catalogue, tout simplement, parce qu'on peut... qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On veut faire du 4x3 sur lisez Batman Nightfall, c'est sorti il y a maintenant presque 10 ans, mais ça vaut vraiment le coup. C'est vrai, dans l'absolu, mais jamais on aura le budget pour faire ça. Alors que pour lancer une collection Batman Chronicles, qui est en gros... on pourrait sous-titrer Batman la totale, là il y a un argument, il y a une histoire à raconter. Je suis d'accord, c'est sale, c'est du marketing, mais ça permet vraiment, et c'est toujours la même chose, de présenter le matériau dans le meilleur format possible. Et ce format-là, il peut pas rester immuable. À mon sens, c'est le cas. Et encore une fois, là, on n'est pas non plus que dans une... C'est pas comme si on avait en gros édité Nightfall dans 4 formats différents déjà. Il y a eu une collection, il y a une série qui est complète de 1 à 5. Nightfall, il me semble, c'était 6 pour No Man's Land. Voilà, maintenant il y a effectivement des trous. Si vous n'êtes pas procuré, si vous n'avez pas terminé à temps Nightfall, on est désolé, mais après il reste Price Minister, il reste les bouquinistes. Mais voilà, on a quand même à cœur de valoriser, de remettre en avant ce contenu parce qu'il est important au niveau patrimonial. Mais on essaie à chaque fois de le faire d'une manière économiquement viable. Ok, puis le fait que tu évoquais aussi les Glénat sur Don Red Sox, c'est parce que c'est une collection aussi qui va s'inscrire dans un autre format. Alors, du coup, oui, tout à fait, ouais. Oui, parce que on s'est dit au bout de 10 ans, on est parfois non pas à l'étroit dans notre charte graphique qu'on aime bien parce qu'elle est simplement remarquable et reconnaissable. Mais c'est vrai que quand on peut s'amuser sur un autre format et sur une autre charte, en tout cas en la faisant évoluer, c'est vrai que ça nous fait... on s'est jamais autant éclaté sur une charte que sur les urban cultes ou même sur les grands formats urbains qu'on a fait. Ça, et chaque notamment les expérimentations qu'il y a pu y avoir au niveau fabrication sur urban cult, on nourrit en fait ce qui est devenu Urban, ce grand format à la hauteur des albums franco-belges, et nourrit également ce qu'on peut faire sur une collection comme Batman Chronicles. C'est tout se nourrit en fait. On est vraiment, ce sont des expériences de recherche éditoriale qui sont ultra stimulantes. Et justement, sur ces thématiques un petit peu de format, tu penses pas à un moment que le souple, justement, parce que tu parles aussi des Marvel Epic, doit revenir dans les librairies, notamment parce qu'on sait aussi que le souple, ça coûte moins cher à produire, donc ça se vendra. Ça dépend quel type de souple. Si on rentre dans le détail de l'Integra, par exemple, le format de No Kids, non, ça coûte cher en fait. C'est ultra résistant. C'est l'avantage, c'est que c'est du souple, mais résistant, donc du souple quali. Le Integra, c'est aussi la collection des Don Rosa et des Karl Marx.
Mais par exemple, je pensais au Marvel Select qui existait, même à une approche ou même par exemple ce qu'ils font maintenant, ce que fait Panini avec ces Dawn of X, ce genre de souple qui tient plus ou sur presse, quoi. Ouais, c'est ça, qui tient plus ou moins, mais parce qu'on sait, malgré ce qu'on dit aussi sur la médiation et le contenu en tant que tel, que le prix effectivement est un facteur. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire aussi pour remettre un peu plus d'accessibilité régulière en fait, par opposition aux ponctuelles que sont les collections à petit prix? Est-ce que tu peux reformuler ta question? C'est-à-dire, est-ce que Urban n'a pas envie de revenir au souple, pour être plus accessible? Voilà. Je pensais que c'était compréhensible. Non, mais enfin, j'ai mal formulé, pardon. Il y a des détours en fait. Je craignais de perdre l'objectif. C'est une réflexion intéressante. Ah, on est dans le. C'est une réflexion notamment qu'on a en termes de praticité qu'on développe sur Chronicles. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Autre question encore, toujours sur ce format aussi. Je fais une parenthèse avant de revenir sur 2022, mais justement, quel retour t'as un petit peu justement sur ces expérimentations que moi j'avais suivies avec attention, tu l'as sûrement entendu dans First Print, sur justement Urban, le grand format, le cheval de Troie du franco-belge par le comics, mais même aussi avec Urban Link et le format souple, sachant que on a pu voir notamment sur 2022 que pour un titre en particulier, Something is Killing the Children. Tu vois, tu fais des questions à tiroir, comment je peux pas répondre en une phrase. C'est vrai, mais c'est ma façon de faire. C'est sur First Print, donc tu connais, tu connais les bails. Mais voilà, quel retour un petit peu tu peux faire sur ces expérimentations? Alors du coup, on va y aller dans l'ordre. Urban d'abord. Voilà, Urban tout court. Donc on a supprimé le comics. Pourquoi? Comme tu as dit, comme cheval de Troie, pour aller squatter un peu pour aller mettre des quorums à côté de l'Incal, à côté de Bilal, à côté vraiment d'inscrire ces bouquins-là qui sont, à notre sens, c'est avant tout d'excellentes séries. Je parle de Décorum, je parle de East of West. C'est avant tout d'excellentes séries de science-fiction avant d'être du comics, voire même avant d'être du comics de science-fiction. Donc ça, c'était vraiment le message. Et le retour, il est ultra positif. C'est que vraiment ces bouquins-là, ou alors à moins que ce soit uniquement des libraires qui veulent me faire plaisir et qui prévoient que je passe à ce moment-là. Mais moi, je t'avoue que j'ai vu des librairies où c'était pas du tout rangé dans les BD de SF, où c'était mis à côté de Batman. Oui, mais j'ai vu tous les cas de figure. Le fait est que j'ai jamais vu quand même autant de East of West justement en franco-belge. C'est quelque chose qui n'était jamais arrivé. Okay. Et en plus de redonner une visibilité à une série qu'on était en train de terminer, ces intégrales, notamment de East of West, se vendent très très bien. On est sur des niveaux de vente d'une intégrale qui vont bien aussi, c'est Injustice ou de Fable. On est sur ce rythme de vente là. Vraiment, le bouquin part très bien. Les retours qu'on a des libraires, des lecteurs, ils découvrent littéralement la série alors qu'on l'a publié depuis quand même maintenant 7 ans. Donc voilà, pour moi le pari là-dessus, c'est validé en fait. En plus, on est très content d'avoir ces bouquins-là parce qu'une fois de plus, c'est les bouquins qu'on voulait avoir chez nous et de se rendre compte que faire de sa maxime, en gros, quelque chose qui est vérifiable à plus grande échelle, c'est quand même quelque chose qui est... C'est là où l'intuition est validée. C'est vraiment partir d'un cas personnel, d'une envie, je te disais, un peu égoïste. Genre, c'est comme ça que j'aimerais avoir ces bouquins-là chez moi, se rendre compte que ça fait écho. Et là, tu dis, je me suis pas complètement planté, quoi. Et c'est à chaque fois ça. Parfois, ça se vérifie pas. On va pouvoir enchaîner sur du coup Something is Killing the Children. Là, je pense qu'on s'est effectivement heurté à une erreur d'analyse. L'erreur, c'est quand tu connais la vérité et que tu fais le contraire. Là, la vérité, on ne l'avait pas. C'est quand on crée un label, notamment Young Adult, bon, beaucoup de gens vous le diront, ou ceux qui ont testé, c'est compliqué de cerner un petit peu, ne serait-ce que la tranche d'âge. On s'est dit, voilà, Young Adult, pour nous, on est sur du 14-20+. On s'est rendu compte, après coup, après retour, après discussion avec des libraires, avec discussion avec des lecteurs et leurs parents, que non, en fait, on commence à 10 ans, le Young Adult. En tout cas, pour Link, on a des lecteurs et des lectrices qui ne sont pas autonomes dans leur choix. C'est encore le parent qui est prescripteur. Et ce qui fait que ça interdit. Après, c'est aussi dans cette. Toi comme moi, on a toujours lu plus vieux que notre âge. On s'est dit, voilà, je sais pas à quel âge tu as lu. Moi, je sais que j'ai lu Killing Joke beaucoup trop tôt, mais j'avais pas conscience. Moi, je l'avais pas compris. Je devais avoir 8 ans. Voilà. Je l'ai pas compris. Mais après, c'est des choses vers lesquelles tu vas naturellement, soit parce que tu trouves les bouquins, soit parce que tu en as entendu parler et que tu tapes, je sais pas moi, Watchmen à 10 ans. Bon courage, mais ça peut arriver. Mais il y a toujours cette volonté d'aller lire quelque chose que, en gros, le grand frère ou la grande sœur lit. Et pour le coup,
tu commences très tôt et on n'avait pas pris en compte en fait cette donnée-là parce que simplement ça n'était même pas rentré dans notre esprit quoi, qu'on pouvait s'adresser, en tout cas que la véritable cible était beaucoup plus jeune que celle à laquelle on pensait. Et ben voilà, on se retrouve avec parfois des contenus qui ne sont pas du tout adaptés. C'est que je pensais honnêtement à titre là pour le coup perso que les lecteurs de Link allaient que ces cibles-là allaient être beaucoup plus edgy, en fait beaucoup plus en recherche de choses un petit peu sensationnelles, dans le sens où ça te procure vraiment des sensations, des vraies réflexions sur la mort, sur des sentiments un peu extrêmes. Pour moi, du coup, Something is Killing the Children mettant en scène des adolescents qui se découvrent aussi à travers du coup des cas ultra extrêmes et qui découvrent un peu les notions de survie, d'identité sexuelle, de construction, ne serait-ce que d'actes de courage face à une situation extrême. Pour moi, on avait là un roman initiatique, un truc qui était vraiment cadré young adulte. Bah non, en fait, pas du. Enfin, si, ça l'est toujours, mais on s'est rendu compte que pour le public auquel on le destinait, vu que c'est papa et maman qui décident. Effectivement, je comprends qu'en feuilletant Something is Killing the Children, on repose le bouquin et voire même on va engueuler le libraire pour l'avoir mis là. Donc voilà, je sais pas si c'est arrivé. Hein. C'est juste un exercice d'imagination, mais voilà. Là après, fort de cette expérience, voilà, soit on poursuit dans l'erreur. Là pour le coup, on connaît la vérité du marché et on aurait pu continuer à publier Something dans ce format-là. C'est à mon sens, ça aurait été une erreur. On a choisi de réagir, de faire autrement et de le mettre là où on pense que aussi le public naturel se trouve, c'est en indé. Donc voilà, Urban Indies avec le format cartonné, on reviendra du coup à un format comics traditionnel. Je sais que ça fera plaisir à certaines personnes, c'est pas la raison principale de ce changement. De toute façon, il y a deux versants. C'est d'une part, ça fait plaisir à une partie du lectorat qui vous a demandé, enfin qui a littéralement vraiment été très pas récalcitrant mais qui a bloqué en fait, qui a dit non, c'est petit format souple, j'aime pas ça, je veux pas ça, c'est pas comme ça que je mets comics, donc je le veux en cartonné. Et donc ceux-là peuvent avoir le sentiment que techniquement que Urban a écouté, grosso modo. Pas vraiment le cas, puisque si on avait vendu en fait dans le format Link et que le public avait correspondu du coup à ce contenu-là, on aurait continué en fait dans ce format-là. Et accessoirement, t'as les autres par contre qui ont quand même décidé de soutenir le titre parce que c'est le titre qui les intéressait, c'était l'histoire, et qui vont là se dire non mais Urban, nous on a suivi et vous nous obligez à racheter en cartonné, et puis même si je continue les tomes 4 et le spin-off en cartonné, je vais avoir ma collection dépareillée. Et du coup ces gens-là après prennent des broches et des pics, vont devant les locaux d'Urban Comics. On sait très bien comment ça finit. Séquestre nos enfants et c'est violent. Oui, alors la réponse à ça, c'est qu'il n'y a pas de solution satisfaisante. C'est que quand il y a eu la solution satisfaisante, mais je vais me faire l'avocat du diable, c'est de faire les deux. Voilà, si tu continues quand même, tu fais des tirages de 100 exemplaires pour ceux qui les ont en souple. Pas possible techniquement. Voilà, bien sûr. Donc ça ne fonctionne pas. Après voilà, ce que je disais un petit peu dans l'article avec lequel on a accompagné du coup la news, c'est c'est qu'en fait on s'arrête à la fin d'un cycle, c'est on s'arrête presque c'est même comme ça que c'était prévu à la base, c'était en 3 et c'était l'histoire d'Erika. Et du coup ça se terminait comme ça. Après, vu le succès qu'il y a chez Boom de cette série là, vu les développements en termes médias avec le développement de la série Netflix, le spin-off House of Slaughter qui va étendre encore plus l'univers, on pouvait pas rester en fait avec cette incompréhension ou cette incompatibilité de la série avec le public auquel on destinait. Donc c'était dans l'intérêt de la série vraiment de changer de format. Et je suis bien conscient et je suis bien désolé du coup de la casse qui peut y avoir autour. Vraiment, moi le premier, je pense que je serai le premier à gueuler. Malheureusement, pour le bien de la série, qui était un bien supérieur, vraiment le mettre cette œuvre-là à la portée du plus grand nombre, ça reste quand même le but. C'est ce qui a déterminé notre choix de faire évoluer la formule. D'ailleurs, du coup, sur le plan de l'indé, y a un autre titre que vous avez annoncé, donc qui est le Department of Truth, notamment, mais vous faites aussi du patrimoine avec le Grendel de Matt Wagner. On voit quand même une réduction. On l'a observé sur toute l'année 2020 aussi, qu'il y a quand même eu une assez forte réduction en fait des titres indés dans votre collection Urban Indies. Moi, c'est même un truc que je regrettais. À titre personnel, encore une fois, je parle pas du tout du travail des autres maisons d'édition comics qui complètent cette offre-là. Moi, des bouquins sur lesquels j'ai pas été. Sans regret, parce que ce sont des bouquins qui m'ont pas parlé. Alors encore une fois, je vais développer une vision très personnelle de la manière dont j'ai vécu un peu cette période
qui correspond en fait à l'arrivée de Trump au pouvoir, sans que tout soit lié. Je m'attendais à ce que l'arrivée de Trump crée un espèce de boom ou de Big Bang créatif. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait une réaction ultra positive dans le domaine de l'imaginaire sur du coup cette réalité qu'on avait un peu de mal à digérer. Je me disais voilà, ça va booster un petit peu la créa chez Image, chez Boom, ce genre de choses. Et j'ai plutôt observé en fait une espèce de sidération. Vraiment, je pense que et encore une fois, ça n'engage que moi, hein, c'est pas du tout une réalité objective, mais j'ai l'impression que les créateurs en fait ont été un peu, il y a eu une espèce de chaos debout, quoi. Vraiment se demander qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on est à ce point déconnecté pour ne pas avoir vu la chose venir. Je crois que c'est James Agnotford justement qui en parlait sur un excellent article de Polygon, où la série Department of Truth est vraiment née de cette, comment est-ce qu'on appelle ça, dissociation cognitive, ou enfin, en gros, la difficulté qu'on peut avoir à... la dissonance cognitive. Dissonance, merci. Du coup, à mettre son point de vue en accord avec la réalité. Et on a eu vraiment cette impression, en tout cas, que l'indé alors, j'ai pas envie de dire ça parce que c'est apporter un jugement de valeur qui ne vaut que pour certains titres, mais voilà, qu'il y avait une espèce de baisse de qualité. En tout cas, voilà, je pense qu'il y a eu vraiment cet effet un peu massue sur l'ensemble de la communauté créative. Et moi, j'y ai pas trouvé en fait des lectures que je voyais en fait publiées en indé. Et ce qui est intéressant, c'est que justement pendant le confinement, notamment, on est arrivé en fait avec cette fin d'ère, à la fin de Trump. Je pense que ça y est, en fait, il a peut-être fallu plusieurs années, 4 ans, pour que les auteurs digèrent un petit peu ce qui est arrivé et qu'on ait des séries. Alors, moi, ce qui ne m'intéresse pas, c'est la série en réaction. Pour moi, dans un comics, dire Trump, c'est de la merde, vous êtes vraiment tous des demeurés d'avoir voté pour ce mec, c'est le message qui m'intéresse pas. C'est vraiment le genre d'évidence. Toi, tu veux des discours plus modérés, du genre le fascisme, ça va, c'est pas si mal. Non, bien sûr que non. Par contre, ce que je veux, moi, c'est un message qui soit progressiste, mais comment dire, pas forcément militant. C'est qu'en fait, le récit soit tellement prenant que le message en fait passe très naturellement sans qu'on ait besoin de te mettre une pancarte en gros que Trump est un connard. On a besoin plupart du monde la plupart des gens n'ont pas besoin qu'on le leur dise, mais pour moi ça apportait rien en fait. Et là où je vois maintenant qu'il y a des vraies propositions, enfin Department of Truth en est vraiment une et que je trouve ultra pertinente. Là, pour le coup, on arrive avec quelque chose qui est une vraie réaction intelligente à ce qui s'est passé. On n'est pas dans l'épidermique, on n'est pas dans la réaction à chaud, qui pour moi est rarement la bonne. Là, on est vraiment sur quelque chose qui a été bien digéré et surtout lié à un phénomène durable, qui est notamment, on va dire, la place du complot, de la conspiration, du doute systématique. Voilà. Et ça va, malheureusement, je pense que c'est quelque chose c'est un morceau de la culture américaine qu'on a importé de manière un peu brutale, un peu ultra perméable. Je vous renvoie, là je fais un peu de promo pour Maxime Ledin, qui est le traducteur de Department of Truth, qui a produit un texte pour annoncer justement l'annonce pour accompagner l'annonce de la série en Urban Indies, qui a fait un texte qui est tout bonnement génial. On s'est vraiment, je crois, relayé tous dans l'équipe pour dire putain Maxime, c'est un texte qui est vraiment remarquable. Donc voilà, je vous encourage vraiment à aller le lire parce que alors Maxime est un excellent traducteur. C'est aussi quelqu'un qui réfléchit, qui justement à travers cet exercice où il pose un commentaire, mais il le met surtout en parallèle avec lui son métier de traducteur. Donc si vous voulez apprendre comment ça marche les rouages, mais non, ça se grippe ou pas dans la tête d'un traducteur, vous avez ici vraiment ce texte de Maxime qui est vraiment brillant, qui est une excellente introduction pour la série. Puis quelque part, peut-être que vous aurez même un podcast avec Maxime à venir sur First Print. Je dis ça comme ça, voilà, ce genre de choses devrait pouvoir se faire. Mais la question aussi sous-jacente là-dessus, c'était aussi que par rapport à la réduction des titres, donc certes parce qu'il y avait des choses qui te plaisaient moins aussi, mais il y a quand même un constat, ça on va pas non plus se le cacher, que c'est devenu compliqué le comics indé en France aussi. Mais que la réduction peut aussi être juste liée au fait qu'il y a eu un constat, je pense, après le boom d'Image des début des années 2000, après l'explosion un peu indé qui s'est passée, avec quand Glénat notamment est arrivé, qu'il y a eu toutes ces choses-là qu'on... Je pense qu'on est sur des conséquences de soubresauts comme ça sur le marché français. Après moi, j'ai... Alors,
c'est là où moi je suis toujours très mauvais dans l'auto-congratulation et ça peut passer pour de la fausse modestie, mais nos séries indé ont rarement fait des fours ultimes. Alors il y en a, j'ai plein d'exemples quand même, mais sur des niveaux de vente, quand je compare du coup à des niveaux de vente chez d'autres éditeurs, on reste quand même sur des niveaux de vente corrects. Je dis pas que ce sont des niveaux de vente suffisants. On a des séries qui ne fonctionnent pas. Après voilà, les rythmes de publication, en gros se cale. Ça se voit aussi avec certains titres qui mettent plusieurs années entre 2 tomes, quoi. Exactement. Alors après, on peut faire un bilan rapide. Je pense à Thousand Bastard. Là, on est sur un hiatus créatif. En tout cas, la série est mise en arrêt pour l'instant. Le lot, on a eu énormément de temps à attendre pour que, c'est pas pour pointer du doigt pour Greg Tocchini, tu fous rien, mais c'est qu'il y a eu vraiment une énorme latence en fait. Le volume 5 est sorti il y a pas longtemps aux États-Unis, on va le sortir là, je crois en mars ou enfin en tout cas je crois que c'est en juin prochain. Ça fait partie notamment des titres Covid, tu vois, ce genre de bouquins. C'est des choses qui étaient prévues de longue date, mais qui, on va dire, en fonction des priorités, se retrouvent. C'est pas forcément le titre prioritaire. On va tous les sortir, c'est évident, mais ça n'a pas pu se faire avant. Il y a plein d'autres titres comme ça, mais en termes d'indé, on a aussi un genre Ether, il n'y a pas le tome 3, si, non, je ne l'ai pas. Ether, non, effectivement. Là, pour le coup, ultra décevant. En termes de vente, c'est ultra décevant. J'ai l'impression de juger et les lecteurs et l'auteur. Je suis désolé. Non, c'est un constat très à froid des chiffres, juste ça n'a pas fonctionné public, autant que... Et ce qui est ultra dommage. Après, moi, je le comprends, je l'analyse un petit peu aussi je pense que le dessin de David Rubin rencontre pas en fait les canons de ce que les gens veulent lire en ce moment, et c'est con parce que l'histoire est vraiment magnifique. Je trouve que le dessin aussi est magnifique, je trouve, mais... on est d'accord tous les deux, le problème c'est qu'on n'est pas assez. Voilà. Sauf si on achète 1000 exemplaires chacun. Faites-nous plaisir, comme ça nous permettra de faire la suite. Mais du coup, le patrimoine avec Grendel, oui, avec Grendel, ça sort d'où, ça c'est une histoire qui est un peu plus alors il y a une concomitance, et je sais qu'en le disant je suis pas crédible, mais on n'a pas réagi au moment de l'annonce de Netflix, parce que même en termes de temps, en termes de contrat, quand on sait que les contrats ça met des mois à se signer. 2 secondes, on me dit dans l'oreillette, il est pas crédible du tout. Ils sont en train de me dire. J'assume complètement puisque je connais la vérité, et en fait Grendel, c'est une série qu'on a signée il y a vraiment longtemps, même avant que Urban Cult soit né, et en fait on a mis du temps parce qu'on voulait vraiment, encore une fois, pas sortir la série comme ça, sortie de nulle part. Je reprends cette expression française. Et je pense que si on l'avait sorti au moment où on venait d'avoir les droits, ça n'aurait pas fonctionné. Il a fallu, avant ça, qu'on ait déjà le concept et l'idée de Urban Cult, qui est né avec Marshall Law. On a ensuite eu Camelot 3000, on a eu le Swamp Thing de Len Wein. Donc on a commencé à avoir cette collection. Aussi. Et Promethea maintenant, qui en plus fonctionne de ouf. Vraiment, c'est bon, après, à l'amour, on comprend, mais le sujet quand même était assez hardcore. Et là, maintenant, en fait, le terrain est prêt pour sortir Grendel, puisque les gens ont compris dans quelle collection cette série allait s'inscrire. Donc, en gros, le travail de terrain auprès des libraires, auprès des lecteurs, maintenant est fait, et on peut le sortir de manière beaucoup plus sereine. Le fait est que, quand même, c'est un bouquin qui aurait dû sortir en 2020, et le fait est que, voilà, on n'était pas maître de tous les éléments. On le sort en janvier. Là, c'est ça. Enfin, on est parti du coup sur le même volume en fait que l'omnibus de Dark Horse, donc une série qui est complète en 4 omnibus de 600 et quelques pages. Et on a également du coup à suivre, on a le futur, la série actuelle qui a été bouclée en 9 épisodes là, de Matt Wagner. Donc voilà, c'est des choses qui vont s'inscrire dans la durée. Alors, on va en faire un tome par an. La durée. Est-ce que je te le fais? Est-ce que du coup, je suis celui qui gueule parce que voilà, non, le rythme des podcasts se retrouve complètement plombé par mes blagues sur les macarons. Exactement. Ah là là. Donc voilà, vous l'avez ce fameux auditeur qui ne supporte pas mes blagues sur les macarons. Ça suffit. Désolé, je ne pouvais pas m'en empêcher. Du coup, ok. Mais justement, moi, ça me permet de te poser cette question-ci, qui est comment est-ce que tu gères vraiment dans tes plannings éditoriaux l'équilibre du coup entre le mainstream, l'indé et cette part de patrimonial aussi, on va dire. Ça, c'est... Avec ce constat de toute façon, on sait très bien que plus tu sors de Batman, techniquement, ça va marcher de toute façon par rapport à d'autres. C'est un équilibre. En gros, mon planning, c'est un tiers de bouquins qui cartonnent, un tiers de bouquins qui fonctionnent mais sans plus, et un tiers de bouquins sur lesquels on perd de l'argent. L'essentiel, c'est d'avoir du coup un équilibre.
Après, c'est-à-dire que tu vises quand même dans ta façon de fonctionner à ce que vraiment les bouquins qui cartonnent permettent de compenser le fait que tu fasses des pertes sur d'autres. C'est évident que sur Grendel, on va pas faire le plein. Pour moi, on espère que le terrain a été travaillé de manière le plus favorable possible avec tout le boulot qu'on a fait autour de Cult. Par exemple, un White Knight permet de publier Prez. Ouais, c'est exactement. Okay. On est sur cette. C'est vraiment un équilibre. Hein. L'essentiel, c'est de pas faire que des bouquins qui sous-vendent. C'est évident. Mais oui, on est sur cet équilibre-là. Et puis c'est vraiment un équilibre qui, comme je le disais tout à l'heure, c'est qui tient de l'intuition, qui tient. Alors c'est je tombe jamais un programme du premier coup. Ça bouge énormément, ne serait-ce que sur les annonces là dont j'ai pas encore connaissance du mois de janvier 2022 pour DC. Ça risque d'avoir une micro-influence alors pas sur janvier-février, ça s'est calé, c'est en train d'être vendu par nos commerciaux, mais sur mars-avril, sur les temporalités je sais pas moi, d'un event qui va arriver chez DC, donc il faudra peut-être placer ce bouquin-là avant. Donc c'est une vraie sacrée, pour pas dire putain de tectonique à mettre en place. Essayer d'avoir un tout cohérent. Et justement, pour mettre en avant un petit peu cette réflexion et on l'espère, cette cohérence dans nos plannings éditoriaux, il va y avoir tout un discours en fait que je vais développer. Là, je réfléchis en fait à un moyen de communiquer sur la ligne éditoriale, sur ces équilibres éditoriaux. C'est quelque chose là c'est un texte que j'ai déjà produit, qui est excessivement long. Donc en gros, en faire un long article sur le net, enfin sur notre site internet, ça n'a que peu d'intérêt. Je suis en train de réfléchir, alors ça va te faire sourire, hein, ça te faisait sourire tout à l'heure, au format de la newsletter, parce que pour en parler. Oui, tu veux dire un truc? J'ai fait une news Urban Comics selon sur Substack aussi. Oh là là. On va voir quel système est le plus intéressant. J'en parlais du coup avec Yanda qui s'est aussi lancé dans cette aventure-là. Je pense qu'on est sur alors c'est comment dire, pas l'utopie du temps long, mais c'est effectivement on est là dans un espace où on n'est plus du tout dans la réactivité. On est dans l'explication, on se pose, on prend 4 paragraphes pour expliquer pourquoi est-ce qu'on publie JSA à ce moment-là et pourquoi est-ce qu'on commence par le deuxième run de Jones. Et on balance des work in progress de couves ou de concepts de maquettes, ce genre de choses. Moi, c'est un truc que j'ai envie de créer depuis un sacré moment. Je n'ai jamais trouvé le temps, le support. Je sais qu'il y a des techniques qui me sont interdites. Je sais que moi, le face caméra, comme peut le faire super bien Sullivan, c'est pas ma culture en fait. J'ai pas le langage, j'ai pas les codes. C'est pas mon truc. Moi, l'écriture, c'est c'est déjà un peu plus à ma portée. Mais voilà, comme Twitch, je sais que c'est pas pour moi. Je sais que je vais pas vous faire une danse sur TikTok pour vous vendre mon Grendel. Donc voilà, je m'adapte. J'ai vraiment l'air d'un vieux con quand je dis ça. Mais bon, non, en plus, pour un éditeur qui publie Batman Fortnite, tu pourrais te mettre à la page, voilà. Quoi. Hein. Mais donc voilà, en tout cas, c'est une réflexion. On vous en dira plus dès que tout ça sera pas officialisé, parce que là, je l'ai déjà un peu officialisé. Mais voilà, en tout cas, j'ai une grosse matière à partager. Je pense que si on est sur un découpage hebdo du newsletter par semaine, j'ai quoi de faire pour l'instant tenir 1 mois et demi, quoi. Donc, et je pense que c'est quelque chose qui viendra peut-être pas de manière ultra régulière, mais en tout cas à la fin de chaque cycle où on annonce en fait nos publications, bien que on clôt en fait ces annonces-là par un commentaire de texte, en gros de l'éditeur, en gros qui vous explique pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec telle ou telle série dans tel ou tel format. Et ça permettra aussi de répondre à certaines questions. Je pense même à un système de FAQ de pourquoi est-ce qu'on n'a toujours pas publié la suite de Unwritten, pourquoi est-ce qu'on a mis autant de temps à publier Jack of Fable, ce genre de choses. Ça permettra du coup déjà de soulager les... Pourquoi le tome 3 du règne de Swamp Thing de Charles Soule est toujours pas sorti? Le tome 2, tu vas dire? Le tome 2, ouais. D'ailleurs, en plus. Oui, voilà. J'ai les réponses en fait à toutes ces questions. Il n'y a pas de révélation. Si on peut dire quelque chose. Je pense que la réponse quand même à 3/4 de pourquoi ça s'est pas sorti, c'est parce que le tome précédent s'est pas vendu et que du coup voilà. Oui, malheureusement. C'est froid et très. C'est très clinique. Moi j'aurais mis du papier cadeau autour. Mais mais non, effectivement, si vous demandez pourquoi est-ce qu'on met autant de temps à sortir la suite du run de John Byrne sur Superman. C'est parce que ça n'a pas vendu, quoi. Donc moi j'ai envie de le faire. Si on doit le faire à la faveur, je sais pas, d'un Superman par Joss Whedon, c'est pas une révélation, hein. Je n'en sais pas plus que vous. Si moi ça me permet effectivement de faire la suite comme ça, ou est-ce que, et là je pense que j'ouvre le Superman de Joss Whedon, tu veux dire John Ridley? Non. Je crois qu'il y avait une rumeur, et je veux pas me faire le colporteur de rumeurs qui ne sont pas fondées, mais il me semble qu'il y avait un projet cinéma
de Whedon qui pouvait reprendre Superman. Alors si je te l'apprends, c'est que c'est pas vrai. Ah ouais, non. Mais en tout cas, voilà, si Whedon, un jour, il est grillé de toute façon. si un jour Superman revient sur grand écran, ce sera l'occasion pour nous de reprendre la publication. Non, mais justement, t'as deux projets. T'as celui de John Ridley avec un Clark Kent noir, et t'as aussi le projet mené par Michael B. Jordan aussi pour HBO Max. T'as ces deux projets là en parallèle de toute façon, quoi. Donc voilà, quand il y a de l'actualité, évidemment, ça nous permet, comme ce qu'on a pu faire, de se servir de The Suicide Squad pour en gros enfin terminer l'excellent run d'Ostrander, quoi. Après voilà, il y aura peut-être un format qui sera plus indiqué pour du coup republier en fait Byrne et son Superman dans un format qui n'a pas fonctionné. Il y a peut-être autre chose à faire. La publication du JSA de Jones en rapport du coup avec Stargirl ou pas du tout? Non, du tout. Non, même pas. Non, pour moi, parce qu'il fait intervenir des éléments de la JSA. Ouais, mais alors non, moi c'est un truc. Alors parce que j'ai peu d'affinité avec le personnage, je connais tout le côté, l'affect que l'auteur a autour du perso. Moi, c'est quelque chose que clairement je n'ai jamais lu en direct. C'est vraiment que Stargirl, c'est pas du tout dans ma culture. Donc non, j'ai pas du tout vu la chose. Et puis détrompe-moi, mais je pense pas que la série télé soit un carton de fou, en tout cas qu'elle est c'est quand même un succès. Alors c'est pas un carton forcément en termes d'audience, par contre elle a quand même un assez bon accueil critique. D'accord. Parce qu'elle a un côté assez feel good, assez même de moi je suis très en retard là-dessus, mais de ce que je l'ai vu, c'est comme de façon surprenante aussi, il y a certaines productions récemment, pourtant qui sont avec Greg Berlanti Productions derrière, mais comme Doom Patrol, comme Superman et Lois. Alors oui, j'ai regardé les 3 premiers et ça se regarde très très bien. Ouais, c'est ouf, hein. Et sans prétention. Je trouve que c'est très très simple. Tu retrouves vachement le feeling on en parlait tout à l'heure du Superman de Tomasi, le Superman en père de famille et tout. Ça fonctionne, ça t'emmène pas là où tu penses que ça va. Ça, déjà, j'étais content et assez surpris. Je pense honnêtement que j'aurais pas le temps de continuer, mais j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne qualité, quoi. Avec un peu cheap sur certains effets de vol et de lévitation, mais vraiment ça m'a vraiment fait plaisir. Je te jure que franchement, tu regardes un épisode de Superman et Lois, puis après tu vas retrouver un épisode de The Flash saison 7 ou 8, tu vas voir le gap quand même qualitatif, alors que pourtant derrière il y a les mêmes personnes limite qui sont derrière, quoi. Donc c'est assez choquant en fait. Non, vraiment The Flash saison 7 ou même la dernière enfin bref, on n'est pas là pour parler de CW de toute façon, mais pareil, du coup j'imagine que par contre The Dreaming, c'est parce qu'il y a aussi une série Sandman qui arrive sur Netflix, bien sûr. Là, moi c'est quelque chose on connaissait l'existence depuis un petit moment et je me suis dit vous avez rien dit. Non. Mais je me disais on va pas sortir une nouveauté Sandman à un moment où on va devoir attendre 2 ans pour avoir du coup une exposition, ce genre de choses. Faut un moment, faut être un peu logique et surtout optimiser ces fenêtres d'exposition là. C'est pas tous les jours qu'on va voir en gros de l'actualité sur Sandman, donc il faut vraiment ménager ses billes. Et puis à ma connaissance, il y a pas de nouvelle série Sandman qui est lancée pour l'instant. Non, donc voilà, on est du coup dans on recherche la meilleure façon de toucher le plus grand nombre de lecteurs et de lectrices possible. Et ce qui est bien, c'est que du coup, voilà, on a Sandman The Dreaming, et puis on a également derrière, on aura Waking Hours plus tard dans l'année. D'accord, donc c'est quand même une idée d'exploiter les titres Sandman Universe qui ont été faits. J'imagine qu'il y a peut-être aussi les Dead Boy Detectives qui peuvent venir aussi. Effectivement, on est sur cette logique-là. Et puis vraiment, tu vois, imaginons Sandman devient le nouveau Walking Dead. On a tout Sandman The Dreaming, la série originelle derrière. Aussi, on a Lucifer qui est lié. Enfin, on sait que Mike Carey était très 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 fan de Gaiman et il a fait un super taf pour Lucifer. Donc oui, on peut effectivement tout ça être du domaine du possible. Après, c'est pas des promesses. Venez pas me voir dans 6 mois en me disant hey, on n'a pas The Dreaming. Ouais. Parce que François, il avait promis dans le podcast First Print, c'était forcément vrai. Remettez dans le contexte, s'il vous plaît. C'est ça. Tu sais, en plus que moi, avec le montage, je peux tellement te faire dire ce que je veux, en fait, concrètement. Je te fais confiance. Même par rapport au fait que tu as parlé de Trump et tout ça, je peux carrément faire François Hercouet. J'aime beaucoup Trump. Et voilà, je peux faire la suite de ta carrière et y mettre fin. Le pouvoir du podcast. Un autre point du coup encore quand même, parce qu'il y a tellement de choses à aborder en plus c'est que le début de l'année, incroyable, mais quand même on va parler aussi d'Infinite Frontier, puisque c'est quand même au final le point principal un peu du début 2022. On est en train là en ce moment de... Non, je suis pas d'accord, le point principal de 2022 c'est nos 10 ans. C'est vrai. Bon, on y revient après. Mais du coup, c'est un point important aussi, puisque ça fait partie, je trouve, de toute cette
dynamique autour des 10 ans. Alors évidemment, tout ne tourne pas autour des 10 ans. C'est Matt Reeves n'a pas attendu nos 10 ans pour sortir son film. Ah bon ? Mais ça tombe la même année. Ouais. Comme du coup, Urban est né en fait avec la fin du cycle de la trilogie de Nolan. Donc pour moi, il y a un écho qui est assez sympa. C'est pas mal les alignements de planètes comme ça. C'est pas mal, hein. Brian Kevough qui annonce du coup le retour de saga juste pour nos 10 ans. C'est quand même drôlement gentil. Et incidemment, on a également du coup cette nouvelle ère de DC qui s'ouvre. Alors, on verra si elle a la même destinée que DC Renaissance, mais c'est super. Pour nous, c'est ultra confort en fait de commencer une année avec que des tomes 1, que des nouvelles séries, que des nouvelles histoires à raconter. On a vraiment fait l'inventaire. On a terminé Rebirth en fin 2022. On a colo tout ça avec l'épilogue qui était Future State qui fait fin 2021 du coup. Merci, 2021. Et du coup, on peut vraiment commencer de manière ultra clean dès janvier avec DC Infinite Frontier qui est vraiment la Bible qui va tracer l'intrigue principale, du coup qui va irriguer toutes les séries Infinite. Ça, c'est le plan de départ. Hein. On a vu ce qui est devenu Rebirth, le Rebirth oui, de bien Jones, sûr. Ouais. On n'est pas à l'abri. I want to believe. Mais on est quand même, en tout cas avec Joshua Williamson, avec à mon sens, une écriture qui est alors, quand on dit beaucoup, c'est ultra généreux, machin truc. En fait, le fait est que là, pour le coup, c'est pas galvaudé, c'est vrai. Je trouve qu'il est précis, pointu. C'est qu'en fait, il est beaucoup dans, faut avoir une bonne connaissance de l'univers d'ici, mais je trouve que même si tu l'as pas, tu comprends à peu près ce qui se passe. C'est pour moi c'est l'anti-death metal. C'est qu'on est là pour le coup, on n'est pas dans une espèce de les potards à 11 et un truc ultra grand spectacle. Et au contraire, je trouve qu'il y a une espèce d'humilité à raconter une saga qui est quand même une saga cosmique à travers plusieurs dimensions, mais vue d'un point de vue humain. Je trouve que et que ce soit du point de vue de l'homme de la rue en fait, où en fait les humains maintenant sont au courant qu'ils sont dans une des multiples terres parallèles qui peuplent en fait le multivers de DC. Enfin, rien que ça, c'est quelque chose dont on n'a jamais vraiment discuté, depuis la crise des Terres Infinies, mais qui a effacé beaucoup de choses. Là, le fait que l'homme de base vraiment ait connaissance de ce fait-là, je trouve que du coup, il y a des réflexions qui sont ultra intéressantes. Et puis surtout, la manière dont, la focale que choisit ou plutôt l'endroit où Williamson pose en fait sa focale, vraiment à un niveau d'humain. On est avec Chase, l'agent Chase. Je ne sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle, son prénom. En gros, Chase et du coup Bones, le directeur Bones. Ouais, on est avec des personnages qui sont vraiment des même pas des bilistes, c'est des C-listes. C'est vraiment des personnages de troisième zone. Mais ça, du coup, de la même manière que 52, moi, m'a happé justement en me parlant de personnages dont j'avais jamais entendu parler, je trouve que là, en fait, il y a un moyen d'accrocher, d'avoir une vraie encre humaine, en fait, pour tous ces récits qui sont plus grands que nature et tout ce que tu veux, tout ce que Death Metal nous a mis dans la tête. Bien là, je trouve qu'on est vraiment descendu à un niveau qui est beaucoup plus audible et avec une intrigue qui est quand même un peu plus simple à suivre, parce que c'est, malgré les clins d'œil et la bonne connaissance et la bonne exploitation de l'héritage de DC, ça reste quand même ultra lisible. T'as un point B, et tu vois à peu près les embranchements par lesquels ça passe. Et la promesse, elle est chouette. Je trouve que même, moi, là, j'ai trouvé que la lecture était ultra plaisante. Et c'est pour ça que du coup, aussi qu'on a mis tous les contenus ensemble, qui permettaient surtout de s'attacher à ces personnages-là. Parce que si on avait balancé que le numéro 0 et la mini-série, ça manque de chair, en fait. Ça manque vraiment ça manque de muscles, en fait. Je crois que il nous manquait quelque chose, un attachement qu'on n'aurait pas pu avoir. Puis quelque part, tu reproduis aussi ce que tu avais fait avec le Rebirth aussi, en proposant le gros pavé de début. C'est le point d'entrée, en fait, de cette nouvelle ère. C'est de la même manière que le Crazy Infinite Earths est le point d'entrée pour toute l'ère que nous, on a désigné comme classique. Flashpoint met le pied à l'étrier pour Renaissance, DC Universe Rebirth pour Rebirth. Et là, du coup, on a DC Infinite Frontier qui ouvre le chemin de tous les possibles, en fait. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que j'ai pris du plaisir à lire on va dire le corps principal, la mini-série. Mais la fin, je la trouve encore plus excitante, en fait. C'est que là, pour le coup, il te trace des lignes qui, moi, m'intéressent énormément. On va voir, du coup, de la manière dont les autres auteurs vont s'emparer un petit peu de ce matériau-là. Je suis très, très curieux. On retrouve un peu de l'intérêt à suivre cet univers après, quand même, la fin de Rebirth qui commençait à... Je ne peux pas le dire officiellement, hein, mais on est d'accord. Non, là, je trouve en plus que en termes quali, alors c'est toujours aussi le cas des nouvelles ères, hein, c'est que c'est souvent, on a vraiment des très très bonnes séries. En tout cas, les intentions sont ultra claires. Ça souffre d'aucun imbroglio éditorial. Et là, non, j'ai l'impression que c'est mieux tenu. En tout cas, c'est la promesse qu'on a sur le papier. Et puis, oui, j'ai un vrai plaisir
à retrouver des personnages, enfin que ce soit Nightwing, que ce soit l'écriture sur le Joker, qui m'a vraiment surprise parce que pour moi l'exercice était ultra casse-gueule. Il y a rien de pire que de dire ce mec-là c'est le méchant ultime, mais il va apparaître à toutes les pages. Tu ruines l'effet. C'est vraiment c'est l'antithèse de ce qu'il faut faire et c'est ce qui avait été fait je crois, en 79. 79, c'est je crois. Ouais. Je crois que c'était 75. Mais ou même je crois que j'avais lu dans une interview que Denny O'Neil qui était écrivain, enfin scénariste sur le truc, avait dit à son rédac chef en disant ça va pas le faire en fait, ça va pas marcher. C'est pour ça que ça durait que 9 numéros. Exactement. Parce que ça ne fonctionnait pas. Je crois que le Joker devait terminer en tôle à la fin de chaque épisode parce que c'est ce que la morale, en tout cas le Comic Code Authority réclamait à cette époque-là. Enfin, les entraves de fou. Et l'intelligence de Tynion Ford, comme sur beaucoup de ces séries, c'est de te prendre un point de vue qui est décentré. C'est qu'on va pas s'intéresser tant que ça au Joker. Il sera là en toile de fond. Mais c'est surtout, en gros, l'impact qu'a eu le Joker sur l'une de ses victimes les plus célèbres. Alors, c'est pas Barbara Gordon, c'est son père. C'est le commissaire Gordon qui vit très très mal ce qui s'est passé dans Killing Joke. Il y a beaucoup de références à Killing Joke, mais qui, là, pour le coup... Même aussi avec Nomadland, quand il avait assassiné sa femme. Oui, exactement. Ouais. On est vraiment, du coup, sur mais qu'il a pris cher. Une écriture intelligente, en fait. Et ouais, moi, je suis très content d'avoir du coup des séries qui sont à la fois commercialement ultra viables, parce que une ongoing sur le Joker, c'est pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait avant? En fait, peut-être qu'il fallait attendre une bonne idée comme le point de vue qu'a pu développer Tynion Ford pour vraiment pour se dire banco et effacer le souvenir des années 70. Donc il y a ça, il y a Nightwing, il y a le... Je trouve que alors on n'est pas tous d'accord à l'édito, mais moi j'aime beaucoup ce que font Conrad et Becky Cloonan sur Wonder Woman. En plus le dessin de Tran Moore vraiment tabasse. Non, on est vraiment à chaque fois sur des propositions qui sont très engageantes. Travis Moore plutôt, non? Travis Moore, pardon. Parce que Travis Moore, c'est aussi un mec qui tabasse, mais c'est pas. Oui, autre chose. Qui est dessus. Mais malgré tout, tu feras pas non plus toutes les séries Infinite. Non. Et aussi, j'ai remarqué que dans les numéros des séries dédiées, tu inclus pas forcément les backups qui sont présents dans les éditions originales. Ça dépend. Quand ça apporte vraiment. Dans le Wonder Woman, il n'y a pas le Young Diana, par exemple, de Jordi Belair. Si on le fait, ce sera peut-être à part. Si on le fait. Je vois, il y a d'autres, toute la mini, enfin ce qui est devenu une mini sur le Ghostmaker de Tynion Ford, n'a pas d'influence en fait sur son récit principal, donc je pense que voilà, c'est pas un gros scoop, mais je pense que ça on le fera pas. Par contre, je vois tout ce que fait les backups que fait Mariko Tamaki sur Detective Comics, où là ça a un vrai intérêt. Quand elle réintroduit Huntress, là on a tout intérêt effectivement à nourrir l'intrigue avec cet éclairage là. Et comment t'as choisi un petit peu du coup entre ce que tu vas publier, c'est juste une question de toi, tu les lis et tu dis ça ne me plaît pas donc je vais pas le faire, je lis, on en discute en interne avec Yann Graff du coup, avec Yann, ouais. Et on tombe assez souvent d'accord. Parce que vous êtes un peu le Arnaud et le Corentin de... Le parallèle est intéressant. Faudra qu'on fasse un podcast à 4 une fois. Faudra qu'on fasse un podcast à 4 une fois. Et non, oui, après encore une fois, c'est ce que vous allez lire n'est pas juste le fruit des goûts personnels de l'édito d'Urban, c'est qu'il y a aussi des réalités économiques. Là, la vraie question que je me pose, c'est notamment sur une série comme Justice League, qui pour moi ne remplit pas son contrat. Donc de Brian Michael Bendis, qui remplit pas son contrat, pour moi, Justice League était cette série qui, dans chaque ère, emmenait en fait l'intrigue générale d'une ère, justement. Ça a été le cas pour notamment Renaissance. Ça n'a pas été trop le cas sur le premier run de Brian Hitch. Ouais. Là, pour moi, la Justice League, c'est le compas. En fait, c'est le compas de tout un univers, et c'est pas le cas du tout dans le boulot que fait Bendis, qui est, on va dire, qui est moi, clairement, c'est pas ma cam, mais si c'était vraiment en phase avec la direction d'Infinite Frontier, là oui, on peut pas faire. Si en gros, c'est-à-dire que même ça te plaisait pas, mais que c'était quand même. Admettons par exemple que le New Justice de Snyder ne t'ait pas plu, mais par contre, vu que c'était tellement fondamental sur ce qu'il allait faire, t'étais obligé de publier. Là, c'est moins le cas. C'est ça. Si on t'enlève une brique du mur et tout se casse la gueule. Donc non, on n'est pas du tout dans ce truc de j'aime pas, je vais pas le faire. Non, on est vraiment du coup sur une vraie réflexion. Moi, il y a des, je vous le dirai pas, mais il y a des tas de bouquins qu'on a fait qui me plaisent pas, mais qui étaient nécessaires. C'est-à-dire que, est-ce que tu as aussi des directives des États-Unis aussi pour te dire ça, par contre, vous devez le faire vraiment, ou est-ce que tu as une relative liberté là-dessus? On nous a dit quand même Batman Fortnite, ce serait pas mal d'essayer. Ouais. Mais pour le coup, je dis ça en rigolant, vraiment, parce que je pense que n'importe quel choix se justifie et DC est suffisamment intelligent pour en gros nous laisser décider. Sinon, ils éditeraient eux-mêmes leurs titres en France, ce qui n'est pas le cas. Ils ont vraiment confiance dans l'expertise de chacun des licenciés à qui ils confient leur licence. Et jusque-là, non, on n'a pas eu d'obligation de publier tel ou tel bouquin. Après, il y a des évidences.
C'est bien sûr qu'une marque comme Batman fois Fortnite, on va pas la laisser passer, c'est évident. Tu savais que ça fonctionnerait autant en France? C'est vrai que techniquement, même moi, je veux dire, je suis complètement déconnecté de Fortnite et du public principal qui joue. Aussi. Donc, j'ai forcément ce regard que beaucoup de gens ont on va dire, dans notre milieu et dans notre âge aussi, de dire ouais, c'est pour les gamins, c'est nul, c'est pas intéressant, c'est que du commercial et tout ça. Pourtant, ça se retrouve être, et ça le sera très certainement, ça le restera, la première vente de l'année en dehors des collections à petit prix. Oui, c'est ça. Là, pour le coup, on a un titre qui est vraiment hors norme. Là, clairement, moi, au début, mon intuition, c'était Batman Fortnite. Je pense que ça arrive un peu trop tard par rapport du coup à la VO notamment. Non. Même quand DC l'a annoncé pour chez eux, je me suis dit en fait Fortnite ça a été gros, on en a beaucoup entendu parler, mais on en discutait en interne parce qu'on avait des enfants justement de membres de l'équipe qui étaient un peu passés à autre chose en fait. Et on s'est dit est-ce que du coup DC ça a pas raté le coche là-dessus? Et le fait est que non en fait, on se rend compte que c'est vraiment sur un phénomène qui est ultra durable, ne serait-ce que par le système, hein, c'est de renouveler à chaque fois l'offre, le gameplay, les incentives et tout ça. Donc non, on est là pour le coup, mon intuition n'était pas bonne et ça s'est vérifié. Honnêtement, on savait pas. C'est une première en fait. Vous avez quand même fait un énorme tirage, hein, du coup. Oui, parce qu'on a eu aussi le tirage et comment dire. Il est calé sur aussi des retours librairies. C'est que les commerciaux vont défendre les titres et en fonction du retour de la mise en place, eh bien parfois on se retrouve avec un objectif de mise en place qui va se retrouver à plus de 100%, plus 200%. Donc du coup, on est vraiment sur cette sur cette réflexion que on va pas juste en faire 20 000 si on sait que ça va vendre à 40 ou 50 000. Voilà, là-dessus, il ne s'agit pas de frustrer non plus les gens, il ne s'agit pas de perdre de l'argent non plus. Ouais. Et pourtant, moi j'ai pu faire un papier dessus et parce que vous avez accepté chez Urban de me donner aussi des informations, de voir qu'il y a quand même une répartition où c'est un titre qui se vend énormément, mais pas majoritairement forcément dans les librairies, mais aussi dans les grandes surfaces spécialisées et grandes surfaces alimentaires. Alors plus les semaines avancent et plus c'est à relativiser. Effectivement, les GSS, je crois que dans l'ordre, tu as GSS. Alors, du coup, les Fnac, Cultura sont les premiers, en tout cas, sont les endroits où ça s'est vendu le plus vite en premier. Ouais. Puis les grandes surfaces alimentaires. Et ensuite, du coup, les librairies spécialisées de BD et aussi, du coup, Internet, parce que c'est dans le même segment. Donc, ce qui rend le truc un petit peu flou. Mais alors, moi, j'ai des retours du coup de libraires que je connais, avec qui je communique, qui me disent ouais, ça vend pas de ouf chez nous. Ça vend un peu, mais pas de ouf, parce que je pense que tout simplement le produit n'est pas forcément à la bonne place en fait. Oui, la clientèle n'est pas là, quoi. C'est pas le profil des lecteurs. Mais le fait est, c'est que c'est un bouquin qui continue encore. Là, on est sur des niveaux de vente qui ne faiblissent pas. Qui voire même en moment, je crois que la première semaine, genre le day one, c'était pas foufou. On a fait c'est pas mal, mais vu la mise en place, on espérait un peu mieux. En fait, ça fait x2 la semaine d'après et c'est resté à ce niveau-là. Ouais, puis ça, on a pu le voir avec les petits tableaux de livre hebdo. C'est arrivé en 5e position, puis en 3e, puis en première, avant de redescendre naturellement. Parce qu'on a eu du coup un cage weight sur le. Ouais, aussi, mais après, juste parce que tu as d'autres sorties qui arrivent aussi quand tu as. Mais voilà, donc on est vraiment sur cette. Alors, voilà, moi, c'est bien parce que clairement, ça fait parler et de DC et des personnages et on peut espérer. Je crois que tu l'avais remarqué que on a calé une page de pub parce que c'était quand même le minimum qu'on pouvait faire pour essayer d'avoir à la marge, encore une fois, un peu de report de ces acheteurs sur le catalogue de DC. On est bien conscient que je sais pas si on termine à 50 000 ventes, qu'on va pas avoir 50 000 nouveaux lecteurs. C'est une évidence. Mais on aurait vraiment tort de s'en priver et on essaie de jouer cette carte-là le mieux possible. Ok. J'ai encore 2 points à aborder avec toi. Dans ce qui a été annoncé, le Bill Finger dans l'ombre de Batman. Oui, tout à fait, ouais. Très beau projet, ça, quand même. C'est un beau projet qui existe depuis un petit moment. On l'a finalisé notamment pendant le Covid. Et puis parce qu'à la base, le film devait sortir un peu plus tôt. Donc on avait calé la réalisation et la fin de ce roman graphique sur la sortie du film. L'idée étant évidemment, de moment où on parle beaucoup de Batman, et bien de parler également de Bill Finger. C'est vraiment le co-créateur qui a été reconnu tardivement comme essentiel au mythe de Batman. Si on n'a pas un personnage qui s'appelle les ailes rouges et avec le design Idoine, c'est un peu grâce à Bill Finger
qui a été Corentin le dira mieux que moi, mais qui a été vraiment s'inspirer de tous les pulps de l'époque, qui a vraiment donné ce côté grim and gritty au personnage. Donc là, ouais, on est vraiment cette reconnaissance tout l'apport de Bill Finger. On est en contact, en tout cas, le scénariste Julian Voloy est déjà le scénariste de Joe Shuster. Donc il y a un précédent. On va vraiment aller voir un petit peu les héritiers pauvres de cette pop culture. Donc Joe Shuster, co-créateur de Superman, mais je te laisserai faire les compléments. Et voilà, Julian, du coup, s'est également intéressé à Bill Finger, a contacté Mark Tyler Nobleman. Merci. Parce que c'est ça, ma question, c'est que t'as pas choisi, enfin, peut-être, je sais pas si tu y avais pensé, mais juste à faire une édition VF du coup de l'ouvrage de Mark Tyler Nobleman, donc qui s'appelle Bill the Wonder Boy. Ouais. Non, on est vraiment sur The Boy Wonder, du coup, pardon. on est vraiment sur une création. Julian est venu, du coup, parce qu'on était satisfait de notre collaboration sur le Joe Shuster. On avait vraiment, du coup, cette volonté un petit peu de développer cette galerie et surtout de donner plus de visibilité. Et on a trouvé que l'adaptation était vraiment qualitative, avec l'implication du journaliste Nobleman, également de Athena Finger, qui fera la préface. Et donc voilà, on est vraiment sur quelque chose qui est en gestation depuis très très longtemps et qui trouve pas meilleur moment que en fait le retour de Batman sur grand écran, quoi. Enfin, je veux dire, le vrai retour de Batman sur grand écran. Puis l'avantage, c'est que ça permet aussi, par rapport à l'ouvrage de Mark Tyler Nobleman, d'avoir vraiment le recul aussi sur l'après, puisqu'en fait l'ouvrage se terminait sur le fait qu'il avait retrouvé Athena Finger et qu'il allait se battre avec elle, qu'il allait l'aider pour faire reconnaître les droits de que DC reconnaisse la co-création de Bill Finger sur Batman, mais ça n'est apparu du coup que quelques années encore après que le bouquin soit sorti. Il y a eu aussi un documentaire sur Sci-Fi et ce genre de choses. Et on aura tout cet appareil critique justement par Julian, avec des documents d'époque qui viendront un peu poursuivre justement l'après de l'enquête. Et donc j'ai encore une dernière question sur un truc qu'on n'a pas abordé, parce qu'on parle que de librairie. Oui. Donc forcément, il y a un autre truc qui existe dans la façon de consommer du comics en France, c'est aussi le kiosque. Le kiosque n'existe plus, mais vous faisiez quand même encore le Batman bimestriel toute cette année. Oui. Est-ce que vous avez du coup aussi encore l'intention de le poursuivre alors ? C'est l'intention, oui. Ouais. Je peux pas beaucoup plus développer parce que le programme reste à faire à ce niveau-là, mais on y travaille. Parce que c'est quand même quelque chose dont tu ressens qu'il y a quand même encore un lectorat suffisant, ou c'est juste plutôt du symbole pour dire on sait qu'il y a des gens qui sont attachés à ce format parce qu'ils lisent ça depuis Strange. On est on va dire dans un attachement là qui tient un peu de l'affect. C'est que Ian et moi, on a connu en fait le comics par le kiosque, et même si maintenant ça n'existe plus en tant que tel, voilà, on a cette espèce d'héritage un petit peu à maintenir. On ne sait pas encore pour combien de temps, hein. Honnêtement, on est vraiment sur une formule qui a trouvé son public avec le format, avec le prix, avec la pagination. Malgré je trouve les retards incroyables que vous avez par rapport à la librairie. Bien sûr, mais qui sont, on va dire, c'est dans la formule bimestrielle, quoi. On peut pas. Ouais, bien sûr. Bon, on pourrait faire 600 pages tous les 2 mois, mais voilà, on est clairement sur quelque chose qui est plus dans de l'entretien d'une habitude que vraiment cette conviction que oui, c'est la voie à creuser pour mettre du comics entre toutes les mains. Malheureusement, le réseau n'est plus là. Et du coup, donc, le point central, tu disais avant, c'est les 10 ans alors. Parce que 2022, quand même. T'as une troisième question, du coup. Ouais, toujours en secret. Oui. Écoute, non, je pense que les 10 ans, on se gardera peut-être ça pour une autre fois. Ouais. Ça me permet de ménager une petite porte de sortie. Bien sûr. Et non, Ce qu'il ne sait pas, c'est que j'ai fermé toutes les portes chez moi, qui ne pourra pas s'échapper. C'est fini. Mais ouais, non, effectivement, c'est quelque chose qui va être central. On a un gros. Je vais même pas le dire en fait. Je vais en garder un peu sous. On a un gros. Voilà, désolé. Voilà, complétez. Faites un effort d'imagination. On a un gros quoi. Non, on a pas mal de choses en fait à mettre en place. C'est ce qui m'occupe beaucoup en ce moment, notamment. Je t'en parlais tout à l'heure. Donc toi, tu sais, donc ne dis rien. Mais non, on est ultra excités. Enfin, je trouve que les 5 premières années étaient formidables. On s'est vraiment installé avec les 5 suivantes, et puis je trouve qu'il y a un nouvel élan avec cette 10e année qu'on va alors 10e ou la 11e, je sais plus comment ça marche. Mais en tout cas, voilà, c'est cette décennie en tout cas révolue qu'on a passé à publier des comics qui nous font plaisir et qui font plaisir aussi aux gens. Donc c'est voilà, alors on termine sur un ton un peu angélique et tout, mais c'est
comme je le disais, je crois, au premier podcast, il n'y a pas de lundi matin, quoi. C'est que les nuits peuvent être courtes, mais on se lève toujours de bonne humeur quand on va au taf, quoi. Ok. Voilà, ça c'est un putain de mot de la fin. Hein. Ouais, c'est vrai, ça c'est une belle envolée lyrique. On est dans la. J'envoie des paillettes. Là. Ça, on est dans la poésie. Oui, complètement. Très bien. Bah, écoute, je te remercie de m'avoir accordé de ton temps pour faire un petit peu ce petit brief et voilà ta façon de justifier voilà vos choix éditoriaux, vos politiques éditoriales là-dessus. Bien entendu, vous êtes tous libres d'être d'accord ou pas, donc n'hésitez pas à réagir sur ce que vous pensez. Voilà de ce qui se prépare pour 2022, enfin pour le début de 2022, puisque bien entendu on ne peut pas parler de plein d'autres choses et d'autant plus aussi que mais du coup j'ai bien envie de faire un addendum en te posant une question, tiens, ça si t'as encore 5 minutes avec moi. Par rapport à ce qu'on parle d'annonces et tout ça, que vous faites vos annonces et tout ça, et le truc c'est que dans ce milieu-là en fait, il y a beaucoup de choses en fait qui transparaissent déjà avant que vous communiquiez dessus, justement avec les réseaux tels que Amazon ou des sites et tout ça. Ouais. C'est quoi ton ressenti là-dessus? Ça fait chier. Ouais. Ça fait chier parce qu'il y a tout un travail de mise en avant, de promotion, qui est fait par notre équipe marketing et communication, qui sont en l'occurrence Charlène et Charlène. On a 2 Charlène maintenant, on a cloné la première. Et c'est vrai que c'est un travail qui est sapé en fait. Alors on va pas pouvoir empêcher les gens d'aller se sourcer sur 2 sites et compagnie ou Amazon, mais c'est vrai que je me console en me disant voilà, ça effectivement ça apparaît sur les forums spécialisés où tu as une liste de titres, il n'y a pas de contexte autour, et je pense que ce que je vais venir peut-être apporter comme éclairage va justifier peut-être aux gens d'attendre un peu le moment en fait avant d'avoir juste accès à un listing qui au final raconte aucune histoire. C'est vraiment mon but un petit peu dans les newsletters que je souhaite mettre en place, c'est expliquer un petit peu l'histoire autour du choix de chaque bouquin. Alors pas chaque bouquin exactement, mais en tout cas voilà, apporter un petit peu de sens à ce qui n'est jamais qu'une information très technique et qui en plus après je vois certaines discussions qui partent complètement en vrille parce que beaucoup de suppositions, parce que même parfois les titres qui sont indiqués sur Amazon ne sont plus à l'ordre du jour. Ouais, c'est ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de changements parfois qui peuvent apparaître, ouais, qui peuvent survenir entre le moment où un truc apparaît et le truc où ça sort vraiment. Donc voilà, moi mon sentiment là-dessus, il est, si ça pouvait ne pas exister, ça serait bien. Le fait est que techniquement ça n'est pas possible. On a vraiment cherché à colmater et à y remédier le plus possible. On va en fait y remédier en apportant du sens, en apportant une autre proposition, avec notamment voilà ce commentaire que je vais pouvoir poser un petit peu sur nos programmes éditoriaux. Ok, merci pour cet addendum. Donc je disais, vous pouvez commenter l'émission si le sujet vous plaît, tout ça, et que vous en voulez plus encore. On a l'intention d'en faire toujours plus avec First Print, voilà, pour vous emmener au cœur du milieu éditorial et tout simplement vous informer, vous expliquer un petit peu plus comment ça fonctionne, puisqu'on a la chance d'avoir des accès voilà comme ça et de vous en faire profiter. N'oubliez pas que vous pouvez également soutenir le podcast sur notre page Tipeee pour le pérenniser et lui assurer un avenir radieux, et que sinon tous ces podcasts là, si vous les kiffez, faites-le savoir. Vous savez que c'est très important sur internet de partager surtout ce qui vous fait plaisir. Donc si c'est le cas avec ces podcasts, on a besoin tout simplement de vos partages, voilà, pour qu'ils puissent être découverts par le plus grand monde. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à la prochaine. Salut! À bientôt!